Bonjour à tous, oui je sais, j'avais dit que c'était les vacances, qu'on allait se calmer un petit peu sur la chaîne. Eh bien Bruno, qui est un follower de la première heure, m'a recontacté pour me rappeler qu'il avait monté un petit peu des rushs que j'ai tournés lors d'une visite l'année dernière à l'aéroport de Charles de Gaulle, rush sur le service technique. Alors forcément, eh bien maintenant qu'ils sont tout montés, je vous propose d'en profiter. Ça va être une petite série sur 2 épisodes, un cette semaine, un la semaine prochaine. Vous allez rencontrer Fanny, vous allez rencontrer Boubacar et vous allez surtout voir le behind the scene du contrôle aérien de l'aéroport Charles de Gaulle. Nous allons voir un petit peu ce qui se passe au niveau du service technique, quand même une centaine de personnes au niveau de la DSNA. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre avant de vous envoyer le jingle et le contenu, où j'avais moins de cheveux à l'époque? Eh bien, c'est que notre site web est à jour, debrief.org. Si vous allez voir sur le site web, vous avez l'onglet séminaire, et nous avons donc le séminaire à Osgore, dans une superbe villa, où vous serez logé en chambre individuelle, nourri, la totale, du 14 au 17 octobre prochain pour parler leadership, followership, autour de 3 grands piliers, mind, body, emotion. Nous avons fait la première édition cette année, vous aurez bientôt une vidéo, ça s'est superbement bien passé, c'est pour ça qu'on crée cette deuxième version mi-octobre à Osgore et ça devrait être très sympa. Donc si ça vous intéresse de postuler, vous allez sur le site web debrief.org, vous verrez, on a les différents onglets, tout ce qui est conférences, workshop, vous allez sur séminaire et après vous pouvez envoyer votre candidature et nous aurons peut-être l'occasion de nous retrouver du coup mi-octobre dans un cadre plus que paradisiaque. Allez, je vous en dis pas plus, je vous laisse avec la vidéo première partie sur le service technique pour tout savoir des behind the scenes du contrôle aérien de Charles de Gaulle. Roue avant, vérifié. Radar, vérifié. Réflecteur mitrailleuse, vérifié. Réacteur droit, vérifié. Réacteur gauche, vérifié. Vérifié arrivée d'air et de carburant. Arrivée d'air, carburant, vérifié. Allons-y, dépêchons. Système de communication, vérifié. Moyen de pressurisation allumé. Tout est ouvert, allons-y. Donc en termes de personnel, oui. C'est à peu près combien de personnes? Alors, très bien. Ici, donc service technique, on a en gros une centaine de personnes. On n'est pas tout à fait, on n'est pas à plein effectif, mais on est aux alentours d'une centaine de personnes. Au niveau du contrôle, tu as vu que le contrôle était divisé ici en différentes, t'as différents domaines, donc tu as tout ce qui est tour, et puis tu as aussi la salle IFR. Ok. Donc là, on a des vigies. La vigie centrale, vigie nord, et vigie trafic sud et vigie trafic est. Les parkings. Et puis là, on est sur la partie vraiment l'interface contrôle. Ici, c'est géré par des techniciens. On n'apparente pas ça à du contrôle pur. Et là, on a du contrôle. Donc là, c'est des contrôleurs avec une formation de contrôleur. Dans chacun de ces sites, donc ici, on a, ça nous représente sur Roissy 3 tours. Je sais pas si c'est bien visible. 4. On n'aime pas trop. 4 tours on a 4 tours en fait, oui, on a 4 tours. On a x4. On n'aime pas trop mettre le rouge. Parce que c'est en termes de supervision, qui dit rouge dit on a un souci. Et puis au service technique, on s'occupe en plus de ça, on s'occupe, donc là on a CDG, et on va s'occuper aussi des besoins techniques du Bourget. Le Bourget c'est une tour. Et puis on a une salle technique, donc c'est une salle tech. Et ici tu as des salles techniques qui sont à proximité des tours, ou alors on les a aussi au niveau des vigiles. Donc je fais simple, hein, je simplifie. Donc tu as ton contrôle qui est organisé lui pour traiter les différentes séquences du vol, que ce soit l'approche ou l'arrivée, et puis tout ce qui est mouvement sol sur la plateforme. D'accord? Donc la tour elle va plutôt s'occuper de tout ce qui est mouvement sol, et ici de tout ce qui est plutôt les interfaces air. C'est une simplification, hein. Sachant que pour chacun de ces environnements, on a à un moment donné une interface entre le milieu air et le milieu sol. Et chacun des sites a besoin d'avoir un visuel sur l'activité des autres collaborateurs qui reprennent une autre séquence du vol. Donc le vol, il est divisé en séquences. On a les séquences arrivée et puis départ. Donc ça c'est pour ce qui est des phases du vol. Pour ça on va armer des positions de contrôle. Donc ici ça va donner des positions de contrôle avec des outils de contrôle ou des aides. Il y a une distinction entre les outils et les aides. Les outils, c'est un caractère absolument névralgique et c'est une information dont le contrôleur ne veut pas se passer. Et les aides, c'est des systèmes qui sont moins névralgiques mais qui apportent un soutien
qui peut être d'optimisation ou de confort au niveau du contrôle. Donc on va le décharger sur une partie de sollicitation cognitive en lui permettant d'ordonner certaines informations. Dans tous ces sites, on va avoir besoin de s'appuyer sur des matériels techniques. Comme on a une plateforme qui tourne H24, on a la totale. Donc aéropostale la nuit, fret aussi, essentiellement la nuit, et ensuite tous les vols commerciaux en journée. Sur ces parties-là, on a besoin d'assurer principalement de la disponibilité de moyens opérationnels et de la continuité de service. Donc c'est les deux grands principes, et naturellement, on participe à la sécurité aérienne, mais on n'est pas les acteurs de première ligne comme le sont les contrôleurs. Mais voilà, les gens sont sensibilisés. Pour ça, on va s'appuyer sur quoi? On va s'appuyer sur des systèmes techniques et sur le principe de redondance. Donc nous, là-dessus, la disponibilité, c'est de la redondance. Donc tu vas avoir des matériels normaux, et des secours, du normal et du backup. Ok. Et on a besoin d'avoir des interventions qui sont H24. Donc à partir du moment où on a besoin d'avoir des interventions H24, on a deux types d'activités que l'on organise. De la maintenance opérationnelle. Alors celle-là, elle fait de l'activité temps réel. J'ai une panne, je vais appliquer les principes de disponibilité et de continuité de service. Donc je donne des options au contrôle pour qu'il puisse continuer son activité avec un contexte qui peut être dégradé, mais il continue de gérer le trafic aérien. Et pour ça, je vais m'appuyer sur la disponibilité qui est finalement les ressources matérielles que j'ai ou les ressources hommes. Donc la maintenance opérationnelle, c'est du temps réel. Tu le verras. C'est ce qu'on appelle ici, on a des superviseurs, et puis on a aussi des acteurs qui, eux, vont aller sur les sites extérieurs. Maintenance opérationnelle, c'est éminemment basé ici, on le verra, c'est à proximité de la supervision, à la porte de la salle technique, et les autres personnes vont à la fois au Bourget ou alors sur l'ensemble des sites de la plateforme. Et à côté de ça, on a besoin, pour que nos systèmes fonctionnent tout le temps, d'avoir une maintenance spécialisée qui, elle, va faire des tâches d'études, d'installation, et puis aussi de la maintenance préventive. Alors, études et installation, c'est en avance de phase quand les systèmes arrivent. On va faire prendre en compte les besoins du service technique et travailler en partenariat avec le contrôle pour justement prendre bien en compte les aspects techniques, fonctionnels dont ils ont besoin pour assurer leurs tâches avec des systèmes efficaces. Installation, c'est nous qui chapeautons avec une entité qui est à Toulouse, qui est la direction de la technologie et de l'innovation, c'est la DTI, qui, elle, organise les programmes nationaux d'achat et de marché pour le maintien en conditions opérationnelles qui sont passés avec les industriels. D'accord? Et ici, chez nous, donc, à côté de ça, la maintenance spécialisée va gérer de la maintenance préventive. Donc, ce sont des actions qui sont régulièrement programmées pour faire des basculements de système, changer de source électrique, intervenir sur le système pour faire de l'amélioration continue ou réparer des pannes de longue durée. Tout ça, c'est géré dans le service technique. Et à côté de ça, pour gérer notre activité, on va s'appuyer sur des procédures. On a une procédure en particulier qui s'appelle MISO, qui est la maintenance et intervention sur système opérationnel. D'accord. Ce terme de système opérationnel qui revient, c'est au sens opérationnel parce qu'il est en train de tourner? Oui. Donc c'est-à-dire que vous faites de la maintenance et des interventions sur des systèmes qui sont utilisés par les contrôleurs. Absolument. Donc c'est ça la grosse spécificité. Là, c'est comme si tu réparais et maintenais l'avion pendant sa croisière. Exactement. Du coup, on doit à la fois intervenir au contact du contrôleur, donc ça peut être sur sa position, il peut avoir une défaillance, un micro qui tombe en panne, un écran qui tombe en panne. Donc du coup, on va changer le matériel, ça c'est en temps réel, et ces échanges de matériel en temps réel, ça consiste à solliciter des équipements qui sont en spare, on prend, on remplace. Un peu comme quand tu es sur de la Formule 1, tu arrives au pit stop, tu arrives, hop, on dévisse, on change les roues, hop, et tu repars. On te fait le plein, tu repars. Donc ça c'est le temps de réactivité qui est le plus court. Et ensuite, on a des gens qui permettent d'avoir une vision globale et plus, avec plus de hauteur de vue sur la vue du système. Le système vit, il vieillit, il a des composants qui vieillissent et ça demande de changer régulièrement certains composants ou, lorsqu'on détecte des défaillances de logiciels, de pouvoir les remonter vers les entités de l'aviation civile qui vont bien et puis de prendre en compte ou les évolutions avec des patchs ou alors carrément des évolutions des changements de version système. On a 4 domaines de système que l'on maintient.
on a du radar, alors je vais dire des senseurs radar. Ça, c'est pour localiser l'avion. Donc c'est physiquement, c'est les radars qui émettent et chopent l'éco-radar. Ils prennent la position de l'avion. Donc c'est du radar primaire? Radar primaire et secondaire. Et secondaire. Voilà. Donc, un radar primaire, c'est la même chose qu'un radar secondaire, ou c'est deux radars différents ou... Actuellement, on avait des radars qui étaient différents. Mais maintenant, on a une technologie qui permet de faire à la fois du primaire et du secondaire. Des radars, tu en as combien sur site à peu près sur un droit de Sur dire, site, 4 radars au niveau du sol. Tu vas avoir des radars qui sont des radars d'interface air, qui sont des astres. C'est des types de radars. Tu en as 2 en vigie, une sur la vigie sud et une sur la vigie nord. De toute façon, on dit le nord. Selon comment on est tourné, ça change tout. Et à côté de ça, maintenant, on a un radar primaire et secondaire qui, lui, est déporté au niveau du terrain. C'est à votre charge à vous, ou c'est ADP, ou c'est une personne qui s'assure que vous avez le courant dans la salle IFR et dans les vigies? Alors nous, en tant qu'aviation civile, on a des exigences particulières sur la qualité de l'électricité que l'on utilise. Donc ADP fournit des systèmes qui nous permettent d'avoir des niveaux électriques avec très grande fiabilité, très peu de coupures, une très belle qualité de signal. Et en secours, on a aussi de l'EDF, et qui lui par contre est beaucoup plus fragile. Tu as toujours ce principe de normal secours, de backup. Le système qui est le plus riche en... Comment dire, le service que l'on fournit au contrôle qui est le plus richement doté en système, c'est les télécommunications radio. Pour ça, on a 3 systèmes qui fonctionnent en parallèle actuellement. Et in fine, vous avez des radios de secours portables également, ou vraiment... Toutes les positions sont équipées d'une position normale. Ensuite, il y a un secours radio qui, lui, est réglé avec une sensibilité qui est moins sensible aux perturbations radio, en temps d'orage par exemple. Et à côté de ça, on a un ultime secours, qui est un poste qui, lui, est monofréquence, et qui te permet à ce moment-là quand même de finir juste de poser les avions. On fait plus décoller personne, on pose les avions. Je me pose. Ouais, on libère le ciel. Et justement, comme on parle de poste radio, je me posais la question en termes d'émissions radio. Oui. Est-ce que ça part forcément d'ici, ou est-ce que, par exemple, pour un avion qui est loin, ou si tu veux contacter un avion qui est loin, tu as capacité à émettre avec des antennes qui sont pas sur site, ou... D'accord. Tu as 2 environnements spécifiques qui sont différents. C'est par exemple les environnements de contrôle en route de la navigation aérienne. Ils ont des sites d'émissions qui sont déportés. Par exemple, celui d'Atis-Mons est déporté. Ils ont ce qu'on appelle les antennes avancées, qui sont positionnées bien plus loin dans la France. Et nous, par contre, au niveau de l'aéroport, c'est sur site. On a des centres d'émission-réception qu'on appelle déportés, parce qu'ils sont déployés sur la plateforme. Parce que c'est une grande plateforme. Au nord et au sud, ouais, parce qu'elle est très grande, effectivement. Et puis, du coup, on a des sites qui sont dédiés à chacun des systèmes. Donc, les systèmes vont intervenir dans un même environnement qui est l'atmosphère, parce que tout le monde va émettre ses communications dans l'atmosphère, mais par contre, ils sont dissociés les uns des autres du point de vue fonctionnel. Et du coup, il y a beaucoup de câbles sur site, je pense. Oui, tu as beaucoup de câbles, et puis on a des galeries aussi qui nous permettent de communiquer par fibre optique. Avant, on avait des câbles qui allaient vers certains équipements, et du cuivre qui allait sur la plateforme. Mais du coup, maintenant, on a des équipements fibre optique avec des répéteurs. Donc on a les senseurs radar qui sont air et sol, parce qu'on a besoin de savoir ces 2 contextes-là. Donc à la fois pour regarder les aéronefs, et puis pour aussi regarder les mouvements de véhicules qui sont au sol. Ces véhicules, justement, on va bientôt pouvoir monter dans une Flyco et voir, mais on m'a dit qu'il y a des transpondeurs dedans. Absolument. Ces transpondeurs, ils sont à la charge de qui, du coup? D'ADP, de vous? Ça, c'est ADP. D'accord. Les transpondeurs sont à la charge d'ADP, et du coup, tu as un système de localisation sur ces véhicules. Mais voilà, c'est un service qui nous est délivré par ADP. À côté de ça, tu as des visualisations. Donc ça, c'est des écrans carrément, qui permettent sur la position de contrôle. C'était la compagnie Shakespeare en plein air qui jouait Jules César, gros paysan inculte. On est déconfiné, hein. Donc tu as des visualisations qui sont à la fois pour le contexte air et pour le contexte sol. Et puis on a des moyens de radionavigation. Ils permettent de donner le guidage. On fait attention au phénomène d'émission radioélectrique. Donc tout ce qui est les normes CEM sont appliquées. Et au niveau de nos équipements, pour garder l'intégrité de fonctionnement de ces équipements, on a des périmètres qui sont définis autour des stations ILS
qu'on appelle les servitudes radioélectriques. Donc là-dedans, on a des alarmes. Dès qu'on a une intrusion dans ces périmètres-là, parce que ça va nous déclasser le fonctionnement de nos équipements. Donc tu as du matériel, tu as des ILS, en gros du plus haut niveau au mondial, qui permettent de poser un avion dans le brouillard complet, mais ça a son lot de contraintes, et dans le lot de contraintes, il faut surveiller qu'il n'y ait rien qui puisse perturber le signal. Le signal, absolument. Et ça, tu vas pouvoir le vérifier justement grâce à tes radars sol également, tu vas pouvoir voir s'il y a de la pénétration. Ça, tu peux localiser un véhicule qui a un transpondeur, effectivement, mais on a nos systèmes qui font aussi de la détection lorsqu'il y a une anomalie dans leur Donc tu as une redondance, tes propres systèmes peuvent surveiller, d'accord. Voilà, il y a une surveillance au niveau de ces systèmes, et l'ensemble des systèmes vont remonter des informations vers la salle de supervision technique. D'accord. Et nous, on est capable d'avoir ces informations qui sont à la fois des intrusions dans les shelters ou des modifications de signaux parce qu'on a justement une occupation anormale de nos servitudes. Alors quand tu vois un film comme Die Hard... Il y a quelqu'un là, regardez. C'est pas clair. Seigneur. C'est juste un film. Voilà, donc c'est ça. La vie du professionnel, c'est même pas la peine d'essayer de débunker, quoi. Ouais, non, mais là, on est dans un un film, donc c'est très bien, quoi. Ça fait rêver. Très bien dosé. Mais bon, c'est loin de la réalité. Dormez en paix, les techniciens veillent, quoi. Il n'y a pas de souci. Voilà, dormez en paix, les techniciens veillent, mais ça n'empêche pas que, quand même, ça nécessite certaines coordinations lorsqu'il y a les interventions des partenaires extérieurs ou même de la technique, pour que l'on puisse justement s'assurer que c'est bien une intervention volontaire et pas un acte que l'on pourrait attribuer à de la malveillance. Donc on fait attention à ça. Dernier équipement que tu as, c'est télécommunication, et comme je t'ai dit, celui-là, on a à la fois de la radio et du téléphone. La radio, c'est pour communiquer essentiellement avec les avions, et puis les aéronefs aussi qui sont sur la plateforme. Tu as des fréquences spécifiques pour les véhicules au sol. Et les télécommunications téléphone, c'est pour pouvoir faire de la coordination entre les différents sites de contrôle et les différents centres. On a besoin par moment de faire de la coordination entre Roissy et Orly, Roissy et Athis-Mons, Roissy et d'autres centres. Donc, principalement, voilà les moyens techniques sur lesquels tu vas t'appuyer. Et toi, tu vas être celui également qui gère les enregistrements, leur télécom, tout ça. C'est toi qui vas stocker tous les tracks, tous les coms. Il y a là-dessus, effectivement, on a une partie qui est, on a des systèmes dont on doit être doté réglementairement, qui vont assurer les enregistrements. Ici, on a une capacité de conservation des données de 2 mois. D'accord, donc ça laisse le temps de voir venir, le temps que quelqu'un se dise il y a 1 mois et demi j'ai eu un souci, j'ai envie d'avoir les trajectoires. Absolument. Le délai réglementaire, c'est 1 mois. Dernier principe sur lequel on s'appuie. Donc ici, tu as des systèmes qui fonctionnent, on a des contrôleurs qui travaillent et on peut se retrouver dans des situations inappropriées. Ça peut être une défaillance technique, ça peut être une défaillance organisationnelle, ça peut être une défaillance humaine. Le principe qu'on applique ici dans la DGAC, c'est la just culture. On identifie les erreurs et on apporte des corrections par de l'amélioration continue de nos procédures, de nos systèmes et puis la formation de nos personnels. Et puis on identifie aussi la faute. La faute, c'est intentionnel. Tu avais les consignes, tu savais comment réaliser ta tâche et tu as eu une action inappropriée. Et puis tu as une erreur parce que les consignes étaient mal faites ou finalement dans la formation on avait oublié une information. On identifie ces défaillances-là, et ensuite, on va amener une amélioration. Et naturellement, c'est tracé, et on fait du reporting vers de plus hautes instances de la DGAC. Et super, c'est super méga clair. Donc je pense qu'en c'est gentil. En transition, je suis content. On va aller balader, visiter, donc on va pas faire de faute, on va bien mettre nos masques à poste. Absolument. Et là, on était à bonne distance, il n'y a pas de souci, et c'est aussi pour le son. Et je vais te suivre alors. C'est parti. C'est parti. Et voilà, j'espère que ça vous a bien plu. Comme je vous ai dit, c'était en 2 parties, la suite dans quelques jours sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous aurez une notification quand la vidéo sort. Nous sortirons, je pense, vendredi prochain, modulo l'actualité. Moi, je pars un petit peu en écriture. Je vais préparer des choses pour la rentrée. Et je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas à nous retrouver sur macquin.tv, macone.tv. Je vous mets le lien en bas. C'est notre SVOD avec pas mal de contenu exclusif.
notamment des choses avec les gendarmes qui arrivent, du volant L4 plus récemment, plongée sur épave, découverte du Mirage 4 avec mon père au musée de l'air et de l'espace, c'était très très sympa. Une interview à venir également, croisée père-fils. Donc je vous encourage à venir sur mac1.tv et n'oubliez pas débrief.org pour des conférences, des workshops ou alors eh bien, on se retrouve au séminaire en octobre prochain. Allez, fly safe!